absolument. Et je voulais simplement dire une chose avant de l'oublier, parce que je l'oublie à chaque fois. J'aime pas qu'on m'appelle maître de conférence. Je suis économiste et philosophe, et si je n'ai pas eu le poste de professeur, c'est parce que je suis d'origine étrangère. Voyez, parce que sinon j'ai 3 doctorats, et voyez le problème. Donc, maître de conférence, surtout ne m'appelez pas comme ça. Simplement, Norman, n'importe quoi, etc. Alors, excusez-moi. Non, non, c'est simplement, c'est parce que c'est écrit dans le programme et à chaque fois, je me suis dit quantité de fois à moi-même, il faut que je le dise. Parce que je déteste ces trucs-là. Parce que vous voyez, les maîtres de conférence, c'est le 2e de l'université. Et indépendamment du fait, j'avais des collègues qui me disaient ma licence vaut plus que tes doctorats. Et oui, effectivement. Parce que moi, je suis d'origine étrangère, c'est aussi simple que ça. Donc, laissons de côté ces problèmes qui étaient le résultat des conflits à l'époque. Maintenant, les choses changent, c'est tout à fait évident. Alors, pour revenir à ces problèmes de la musique, et je tiens à vous signaler une chose. Et tout d'abord, je n'ai jamais parlé de moi, mais là, je parlerai un tout petit peu de moi, dans le sens où j'adore la musique classique. Je suis un classique à tous les niveaux, indépendamment du fait que je viens d'une culture où on écoute la salsa, les mambo, les tangos, etc. Et je n'aime pas du tout écouter cette musique. Pas du tout. Par contre, et je ne sais pas pourquoi, indépendamment du fait que je suis né en Amérique latine, que tous mes frères et sœurs écoutent la musique latino-américaine, etc., je suis le seul à ne pas l'écouter, non pas parce qu'il y a un rejet quelconque, tout simplement parce que les choses se font spontanément comme ça. J'adore, par exemple, les chants grégoriens, j'adore les chants diphoniques et mongols, et j'adore la musique classique, et j'adore le requiem. Voilà la réalité. Cela dit, et pour pouvoir comprendre la musique, il me semble qu'il faut revenir au problème de la musique et à la réflexion de quantité d'autres choses, comme je l'ai montré ici. Il faut revenir à la philosophie grecque. Vous savez, Platon nous a dit quelque chose, et c'est l'âme humaine, disait-il, est divisée en 3 parties. D'un côté, il y a l'éros, vous le savez. De l'autre côté, il y a les thymos, c'est-à-dire les sentiments, le cœur. Et de l'autre côté, il y a les logos. Ces 3 dimensions de l'âme humaine ne se sont pas développées par la suite dans la philosophie grecque, en commençant par exemple par Aristote, qui aurait pu les reprendre, puisqu'Aristote, normalement, ne fait que reprendre les logos. Pour lui, il n'y avait que la dimension du logos, et toute la philosophie qu'on va connaître par la suite, compris donc à l'époque du christianisme et de l'islam, et donc ça va être adressé au logos. Il y a une volonté de systématisation, il y a une volonté d'universalité. Parce que le logos s'adresse à l'universel du point de vue conceptuel. Tandis que les thymos, les sentiments, s'adresse donc aux particuliers, les sentiments d'un peuple, les sentiments d'une communauté, les sentiments de l'humain même, etc. Tandis que l'éros s'adresse plus à l'individu. Et puisque nous sommes dans un monde individualisé, ce n'est pas un hasard si la musique érotique a une dimension fondamentale, puisque lorsque les gens écoutent la musique, ils n'écoutent pas en communauté, ils écoutent dans la solitude la plus grande avec les écouteurs, comme vous le savez très bien. Ils sont totalement isolés, ils sont totalement fermés. Ils ne font que ça, qu'écouter la musique, etc. Et cette musique qui s'écoute, c'est une musique qui a ses côtés de l'éros en première instance. Et je vous rappelle une chose, que ces 3 parties de la pensée ont été développées, tout d'abord la première, bien entendu, c'est le logos va être développé immédiatement, et la scolastique va le développer par la suite, comme je viens de l'indiquer, que ce soit musulmane ou chrétienne, etc. Une volonté de parler de l'universel va apparaître dans la philosophie, et on va le trouver par la suite dans la musique, et j'en parlerai. Mais par exemple, le concept de l'éros va être développé tardivement. Ce n'est pas un hasard si c'est Freud lui-même, dans les années 30, donc dans les années 20, les années 30,
Et par exemple, le concept du thymos, le premier qui va le découvrir en faisant référence justement à Platon, et c'est Alexandre Kojève dans les années 30 justement, et qui est un philosophe d'origine russe qui vit à Paris, qui est donc franco-russe. Et le premier à avoir souligné l'importance de ces concepts, c'est curieusement Francis Fukuyama, dans son célèbre texte sur la fin de l'histoire, publié en 1989. Vous voyez, c'est des choses donc intéressantes. C'est-à-dire, à un moment donné, on a laissé de côté cette division de l'âme, cette dimension de l'humain. L'humain n'est pas uniquement rationnel, l'humain est sentimental, l'humain a une dimension érotique, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Et il est tout à fait évident, on le trouve dans l'écriture et romanesque, comme on le trouve dans la poésie, comme on le trouve dans la musique. Et à ce niveau-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de la grande musique, et j'utilise un terme qu'il faudrait plutôt le mettre en rapport avec ce que Jean Cohen, qui était d'origine, donc pied-noir d'origine, il est né en Algérie, Alger, me semble-t-il. Il parlait dans un texte, un des textes qu'il a publié, il parlait de haut langage, les langages, les célèbres, par exemple en allemand on dit Hochdeutsch, l'allemand pur, n'est-ce pas, l'allemand, disons, le plus élevé, etc. De la même façon, lorsqu'on parle de la musique, et la musique, la grande musique, elle a une dimension, disons, universelle dans le cas de Bach. Ça, c'est tout à fait évident. Bach est très monothéiste, il a une dimension très monothéiste chez Bach. Et par contre, si nous regardons le cas de Beethoven, que ça soit, pour donner un exemple qui me semble fondamental, que ça soit par exemple l'empereur, c'est-à-dire cette sorte de conciliation du pouvoir avec l'universel. L'empereur arrive, l'empereur donne la paix, impose la paix et impose la sécurité. C'est le bonheur qui arrive avec l'empereur en quelque sorte. C'est ça que, comme l'a expliqué Adorno, qui était un philosophe donc, de l'université de Francfort, que j'ai eu comme professeur d'ailleurs. Et je me rappelle qu'une fois qu'il nous a invités chez lui, il a joué l'empereur de Beethoven et il a fait un commentaire qui va dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens non pas de l'idée de l'universel, mais l'idée de cette particularité, de cette singularité particulière qui était en quelque sorte l'idée de Hegel lorsqu'il a vu l'empereur Bonaparte à un moment donné à Iéna, il se penche à sa fenêtre, il venait de terminer la phénoménologie de l'esprit et il écrit à un ami, il dit « Je viens de voir l'esprit du monde monter à cheval ». C'est-à-dire que lorsqu'il parle de l'empereur, l'empereur ce n'était pas un individu, ce n'était pas une singularité, c'est l'esprit du monde, l'esprit de ce moment-là, de l'histoire occidentale, bien évidemment. Voyez, et là, on a une conciliation entre l'idée de l'universel et l'idée du pouvoir. De la même façon, par exemple, que dans la 9e symphonie, on a une conciliation entre l'idée de l'universel et l'idée de la communauté. C'est une communauté qui se veut universelle ou qui veut accéder à la dimension de l'universalité. Et c'est le Freuden, ça c'est tout à fait évident, c'est le moment du grand bonheur, parce qu'il y a une sorte de conciliation de l'humain à lui-même, c'est ça la grande idée. Donc lorsqu'on parle de musique, la musique est capable de faire la synthèse entre les singuliers, l'éros et les sentiments, etc. Et ça c'est la grande musique, tout ce que nous écoutons actuellement, enfin, que les gens écoutent d'une manière générale, de la même manière qu'il peut y avoir une conciliation entre les sentiments et l'universel. Et là, vous savez, bien entendu, le cas des requiem. Le requiem, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bien évidemment, il ne faut pas oublier que, par exemple, aussi bien pour Mozart et pour Fauré,
qui sont pour moi les deux plus grands requiem qui existent. Et parmi les plus grands, en tout cas, ce sont des sons extrêmement... Il y a une dimension du sublime qui est quelque chose de fondamental. Il ne faut pas oublier que pour ces gens-là, le Christ était Dieu. Le Christ, c'est le Deus Pantocrator. C'est le Theos Pantocrator en même temps. C'est le créateur du cosmos. C'est l'universel. Donc sa passion est la manifestation de l'universel. C'est la raison pour laquelle, si vous regardez bien, l'Occident, dans cet haut langage musical, dans cette haute musique, c'est justement dans la requiem que l'Occident a mis le maximum de sa capacité musicale et logique en même temps. Merci. Merci beaucoup. Moi, j'ai perçu tous les très beaux sentiments que vous avez envers la musique, que vous vivez quand vous en parlez, avec beaucoup d'émotion. Et c'est bien entendu, c'est l'objectif aussi, que c'est la musique. La musique fait d'abord passer des émotions. Il y a bien entendu, je relève juste un élément très important qu'a dit le professeur Palma, c'est que c'est vrai que la musique a aussi, hormis le fait de faire passer des émotions, c'est aussi un vecteur de la pensée. Tout à l'heure, il parlait de Beethoven, qui était donc un très grand philosophe. Il défendait donc l'idée que l'être humain était au centre et non les monarchies. Il y a aussi d'autres compositeurs comme Gustav Mahler qui ont fait de très belles musiques, qui a même arrivé à créer des sentiments qui n'existent pas dans la vie quotidienne de l'être humain. Donc le mélange de sentiments, etc. Donc on voit que au-delà des émotions, la musique est un vecteur aussi de pensée et de pensée.